Toujours resté dans tout ce qui est infection en réa, et nous allons passer avec le professeur Ahmed Ibrahim aux pneumonies nosocomiales, nouveautés dans la prise en charge. Technicien. C'est un problème. La présentation. Ah, la présentation. Ah, ok, merci. Très bien. Merci, professeur Ntalha. Au début, toute ma gratitude au bureau de la MARF de m'avoir invité pour participer aux journées scientifiques en traitant les nouveautés de la prise en charge des pneumonies nosocomiales en réanimation. Du point de vue de ma déclaration des liens d'intérêt et de mes affiliations, il n'y a rien de particulier. Il ne modifie pas ni n'influe les données de ma présentation. Je vais rentrer directement dans le vif de la question. Quelles sont les nouveautés de la prise en charge des pneumonies nosocomiales? Premièrement, la définition. On ne parle pas uniquement de la pneumopathie acquise sous ventilation mécanique pour les malades de réanimation, mais il y a également les pneumonies acquises chez les malades qui ne sont pas ventilés. Parce que maintenant, de plus en plus, on prend en charge les malades qui ne sont pas ventilés invasivement. Ils sont uniquement sous masque à haute concentration ou sous ventilation non invasive. Deuxièmement, le diagnostic. Certes, le diagnostic il est clinico-radiologique, mais il est très important de confirmer le diagnostic par les moyens microbiologiques. De la nouveauté actuellement, il recours à l'utilisation de la PCR multiplex. Certes, il a quand même un coût élevé. Pour les antibiotiques, les nouvelles molécules thérapeutiques sont maintenant, elles font partie des algorithmes thérapeutiques, surtout pour réduire le risque de la résistance bactérienne au carbapénème. Un élément très important, c'est la prévention. Il vaut mieux prévenir que traiter, de l'intérêt maintenant du bendel préventif pour réduire l'incidence et la mortalité et également la maîtrise des facteurs de risque. Ici, au Maroc, l'incidence de la pneumonie acquise sous ventilation mécanique elle est très fréquente. C'est un travail publié par l'équipe de la réanimation médicale avec l'International Nosocomial Infection Control Consortium des pays en voie de développement a objectivé une incidence très élevée aux alentours de 43 pour 1000 jours de ventilation par rapport uniquement à 3 pour 1000 jours de ventilation aux États-Unis et à 24 pour 1000 jours de ventilation dans les pays en voie de développement. Certes, ce sont des données anciennes, mais ils sont presque les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore amélioré notre stratégie préventive en matière du programme d'antimicrobial stewardship et également en matière de l'instauration des autres moyens préventifs. Donc, on doit être conscient que malheureusement, l'incidence elle est anormalement très élevée. Concernant les définitions, dans les publications, on trouve des incidences très variées et cette variabilité est en rapport avec les critères diagnostiques et de définition, ce qui rend la fiabilité des données très variable. Habituellement, la pneumonie acquise sous ventilation mécanique, elle apparaît après 48 heures de ventilation mécanique, alors que la pneumonie acquise à l'hôpital, c'est une infection survenant après 48 heures d'hospitalisation. Il y a également la notion des pneumonies associées aux soins. Mais en réanimation, généralement, on a 3 formes. Soit il s'agit de la forme classique de la pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, soit il s'agit d'une pneumonie acquise en dehors de la ventilation mécanique qui peut nécessiter ou non le recours à la ventilation mécanique. La troisième forme, c'est les infections des voies respiratoires basses sans signe radiologique survenant chez un malade intubé après 48 heures, on parle d'IVAT. Malgré la différence des mécanismes physiopathologiques responsables de micro-inhalation,
on note que l'incidence et la représentativité clinique est variable. Chez les malades, dans un service froid, on parle des HAP. Dans l'incidence est aux alentours de 3 à 4 pour 1000 jours de patients et une mortalité aux alentours de 13 à 15%. Pour les malades en réanimation et qui ne sont pas intubés, on parle des ICU HAP, avec une incidence aux alentours de 4 à 5 pour 1000 jours patients et une mortalité aux alentours de 22%. Et on remarque que plus de 50% des malades auront besoin d'une ventilation artificielle avec une mortalité qui peut aller jusqu'à 50%. Alors que pour les HAP, on peut les hospitaliser en réanimation dans presque 20% des cas, et à ce stade-là, la mortalité peut atteindre 31% au lieu de 15%. Il y a également la forme classique, les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, dont la mortalité aux alentours de 20 à 42% au dépend de la morbidité et de la sévérité clinique. Donc on peut dire que l'incidence est variable et le taux de la mortalité est très élevé chez les malades nécessitant une ventilation mécanique alors qu'initialement ils ont développé une pneumonie acquise en dehors de la ventilation mécanique. Un autre concept de la définition, c'est le concept des événements associés à la ventilation. On parle des complications acquises sur ventilation mécanique chez des malades intubés, ventilés, stabilisés au moins 2 jours et qui ont développé une aggravation clinique définie par l'augmentation de la FiO2, l'augmentation de la PI pendant au moins 2 jours. C'est une complication associée à la ventilation mécanique. S'il est associé à un CIRS ou l'administration d'antibiothérapie, on peut parler de l'EVAC, mais il n'est pas pathognomonique d'une infection pulmonaire. Donc, s'il est associé à des sécrétions purulentes ou à une culture respiratoire positive, on peut parler d'une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique probable. Quel est l'intérêt de cette définition? Premièrement, cette nouvelle approche permet de pallier l'imprécision de la définition du VAP, faciliter l'évaluation électronique des data et la comparaison interservices. Deuxièmement, l'association entre le concept des événements associés à la ventilation et la consommation d'antibiotiques était en faveur de l'utilisation de ce concept pour le programme d'antimicrobien Stewardship. On va passer maintenant au diagnostic. Généralement, on a 3 tableaux cliniques. Soit il s'agit d'une infection, d'un syndrome infectieux sans signe respiratoire, et comme tout malade infecté, la cause respiratoire doit être évoquée en réalisant également des prélèvements respiratoires. Soit il s'agit d'une infection pulmonaire évidente, ou devant l'aggravation, devant l'apparition d'une instabilité hémodynamique nécessitant l'introduction ou l'augmentation des catécholamines sans signe respiratoire. À ce stade-là, quand même, on doit faire des prélèvements respiratoires pour confirmer l'origine pulmonaire d'état de choc septique. Dans les recommandations, on trouve plusieurs algorithmes publiés par plusieurs sociétés savantes pour dicter et pour faciliter la prise en charge thérapeutique des malades. À partir des données cliniques, biologiques et radiologiques, on peut suspecter de façon probable le diagnostic de la pneumonie nosocomiale. Le diagnostic généralement ne pose pas de problème, sauf s'il y a un état septique sans signe évident pulmonaire. Après, on doit faire une radiographie du thorax à la recherche du foyer pulmonaire évident ou à la recherche d'une aggravation des lésions évolutives. Parfois, on peut même éliminer un diagnostic différentiel en cherchant des complications. Mais parfois, la radio du thorax n'est pas concluante. Et c'est le scanner thoracique qui est le gold standard, surtout si un terrain d'immunodépression, en cas d'incertitude diagnostique, en cas d'échec thérapeutique, on est amené également à faire un scanner thoracique. Une fois le diagnostic radiologique et clinique est posé, à ce stade-là, on est obligé de faire des prélèvements respiratoires avant de démarrer une antibiothérapie probabiliste, précoce et adaptée après en fonction des résultats de la culture. Quelle est la place de l'échographie? L'échographie, quand même dans certaines publications, a un intérêt pour le diagnostic positif à la recherche d'un bronchogramme aérien et en éliminant certaines complications, mais dans les recommandations actuelles, il n'a pas mis l'accent sur son rôle. Le score CPS n'a pas de place dans les recommandations actuelles, il a une sensibilité et spécificité qui sont basses.
Pour la procalcitonin, il n'est plus recommandé pour faire le diagnostic ni pour démarrer l'antibiothérapie devant une pneumonie nosocomiale suspectée. Certes, la procalcitonin permet de réduire la durée et la consommation des antibiotiques, mais actuellement ne fait pas partie des recommandations pour le diagnostic. Une fois le diagnostic est posé, on doit faire des prélèvements. Quel est maintenant le prélèvement idéal? Certains critères ont été publiés récemment pour définir le diagnostic, le test idéal, microbiologique idéal, et par quelle voie, invasif ou non invasif. Donc, généralement, il doit être rapide, il doit détecter plusieurs micro-organismes, y compris les virus, il doit définir le mécanisme de résistance et il doit également avoir une sensibilité, une spécificité élevée et un coût qui est bas. Par quelle voie, invasive ou non invasive? Les recommandations américaines proposent la réalisation d'un prélèvement respiratoire par voie non invasive, avec des études semi-quantitatives. Alors que les recommandations européennes suggèrent la réalisation d'un prélèvement des voies respiratoires basses, avec des études quantitatives chez le malade stable, avec une main expérimentée. Sinon, on fait un prélèvement non invasif. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients, mais n'impacte pas la durée de traitement. Pour les malades qui ne sont pas intubés, quelle stratégie à faire? Les recommandations préconisent la même chose. Généralement, on fait un prélèvement par voie non invasive, surtout si les malades qui ne supportent pas la bronchoscopie, à partir des expectorations, à partir des prélèvements par voie nasopharyngée, par voie non invasive. Maintenant, il y a une problématique. C'est entre la réalisation de prélèvement et le retour de résultat. C'est une problématique pour le réanimateur et même pour le malade, pour le coût global, pour le risque d'antibiorésistance. Donc, généralement, on doit attendre 48 à 62 heures pour adapter l'antibiothérapie, mais quand même, c'est un risque majeur, surtout si on administre un traitement qui n'est pas adapté aux germes isolés. Maintenant, c'est l'intérêt de la PCR multiplex qui a un intérêt, premièrement, le délai qui est très court. Elle permet de détecter non seulement les bactéries, mais également le virus, parfois les mécanismes de résistance. Il a un inconvénient, c'est qu'il a un coût quand même élevé. Il a une sensibilité et une spécificité qui est élevée. Elle permet d'adapter en changeant, en faisant des escalades thérapeutiques. Une autre méthode diagnostique récente, c'est l'exalome analysis. C'est une technique qui permet de chercher le composé organique volatile sécrété par les bactéries. Donc, on ne constate pas à partir d'un aile électronique placé sur le circuit expiratoire. On note que s'il y a une pneumonie nosocomiale, il y a une ascension du signal électronique qui baisse après l'instauration de traitement, alors que chez les malades qui ne sont pas infectés, cette courbe a l'air d'être stable. Du point de vue microbiologique, quels sont les germes qui sont fréquemment impliqués? Dans une étude réalisée au service de la réanimation médicale, les 3 germes responsables de l'infection nosocomiale sont la Cynetobacter baumannii, le Pseudomonas aeruginosa et les entérobactéries. C'est le même résultat trouvé presque dans les autres services de réanimation du CHU du Maroc. Le problème majeur, c'est la Cynetobacter baumannii qui pose un grand problème de résistance. Il ne reste que la colicine qui est efficace dans 100%. Mais il y a également l'apparition de certaines résistances contre la colimycine. La tigecycline, il y a une résistance de 30% dans cette étude. Donc, le problème de la Cynetobacter, il dépend de la CMI à la colistine. Si la CMI à la colistine est élevée, le risque d'échec thérapeutique et d'impasse thérapeutique est très élevé. Pour le Pseudomonas aeruginosa, dans nos services de réanimation, la résistance aux antibiotiques habituels type cifipine, type carbapénème, il est aux alentours de 35 à 40%. Mais le Pseudomonas, généralement, on a quand même des choix thérapeutiques. On a la colistine, on a la céphalosome tazobactam. Le grand problème, c'est les entérobactéries qui sont sécrétrices de carbapénème, parce que dans nos services, les entérobactéries résistantes au carbapénème, dans la moitié, ils sont résistants à la colistine. S'ils sont résistants à la colistine et résistants en même temps au carbapénème, c'est l'impasse thérapeutique, c'est l'échec thérapeutique. Il reste uniquement la phosphomycine ou la micacine, et on ne peut pas traiter cette infection par immunothérapie. Donc c'est un grand problème. En plus de ça, pour les carbapénèmes, on note que même pour les nouvelles
thérapeutiques, les nouvelles molécules, il y a une résistance, surtout pour les LDM. Et on note que la fréquence de cette bactérie en ascension. Dans une étude réalisée à Casablanca en 2018, le profil de résistance était en faveur de l'oxa48, alors qu'en 2019, 50% étaient de type NTM et en 2020, était dans le 2/3 des cas. Donc le risque d'impasse et d'échec thérapeutique est très important. Parfois, on n'a pas même une molécule pour traiter ce genre d'infection. Donc la situation est grave. Si on compare la microbiologie entre les HAP et les ICU HAP, c'est-à-dire les pneumonies acquises en réanimation en dehors de la ventilation et les VAP, presque le profil microbiologique est comparable avec une prédominance de piocyanite. On note que le Pseudomonas aeruginosa est très fréquent dans l'ICU HAP, en rapport surtout avec la fragilité du terrain, avec les hospitalisations préalables et la consommation et l'exposition des antibiotiques en amont. On note que la documentation est très faible. Parfois, dans les HAP, dans 65% des malades, ils sont traités de façon probabiliste sans confirmation étiologique. Parfois, on note la prédominance des virus, alors que pour les autres germes, le pourcentage est presque le même. Les virus, maintenant, la co-infection bactérienne était une réalité, bactérienne et virale était une réalité à prendre en considération. Les infections d'origine virale, parfois, ils sont responsables, dans 2/3 des cas, d'une augmentation de l'hospitalisation et réanimation et le recours même à la ventilation mécanique. Et en plus de ça, la mortalité, elle est très élevée dans certaines études s'il s'agit d'une co-infection bactério-virale qui est une infection virale isolée. Pour le traitement, la prescription de l'antibiothérapie probabiliste, il a un rôle pronostique sur le devenir des malades et cette prescription doit faire appel aux bonnes règles de prescription. Il faut prendre en considération la présence en eau des facteurs de risque de BMR, l'écologie locale, on doit bien maîtriser notre écologie locale, il faut connaître les mécanismes de résistance, il faut optimiser la pharmacocinétique et surtout il faut prescrire de façon précoce mais à adapter après le retour de résultat de l'antibiothérapie. Quels sont les facteurs de risque? Soit on doit chercher, bien sûr, avant de prescrire, il faut chercher les facteurs de risque de BMR, les facteurs de risque liés au terrain, qui sont responsables également des pneumonies nosocomiales, notamment la présence des BPCO, des mycovisitoses, une dilatation des bronches, sans oublier également la recherche des facteurs de risque de staphylocoque météaire. Donc, on ne se focalise pas uniquement sur les facteurs de risque de BMR, mais également il faut chercher les facteurs de risque de staph météaire et les facteurs de risque liés au terrain. Les Français et les Européens classent les pneumonies nosocomiales en précoces et tardives. Donc les pneumonies précoces sans facteurs de risque de BMR, sans état de choc, ils sont traités par monothérapie. Céphalosporine 3e génération ou amoxicilline protégée. C'est la pneumonie précoce, moins de 5 jours, et avec des facteurs de risque de BMR, on peut la considérer comme une pneumonie tardive et on doit la traiter par bithérapie en élargissant le spectre, en cherchant également les facteurs de staph météaire pour associer les antistaphes majeurs. Il y a une petite discordance ici pour les recommandations françaises. Une pneumonie précoce avec un état de choc, elle est traitée uniquement par bithérapie en associant uniquement la céphalosporine de 3e génération ou l'amoxicilline protégée avec un aminosé. Les Américains procèdent autrement. Ils ne font pas de distinction entre VAP et HAP, ni entre pneumonie précoce ou tardive. Ils traitent d'emblée en visant le Pseudomonas aeruginosa, le staphylocoque doré, les autres BGN et même le staph météaire s'il y a une prévalence élevée. Il prend uniquement en considération la présence en eau des facteurs de risque cliniques de BMR et une gravité clinique type respiratoire ou hémodynamique. Les experts recommandent l'utilisation des molécules récentes, notamment la céphtalozane tazobactam, la ceftazidime avibactam et même la céphidéricol, qui a eu l'accord de FDA récemment contre les infections pulmonaires et même les infections urinaires compliquées.
contre surtout les BGN résistants au carbapénème, incluant même la cyanidobactère, surtout c'est devant la présence des facteurs de risque de BMR, la sévérité clinique de l'infection et devant l'existence des comorbidités. Ces antibiotiques font même partie des algorithmes récents de la prise en charge en traitant les bactéries de façon probabiliste. Si on a les facteurs de risque de Pseudomonas aeruginosa, on peut démarrer un céphalosane tazobactam, les ceftazidime avibactam contre les KPC, et de façon ciblée après le retour de résultat en fonction de mécanismes de résistance. Et on constate que pour le Pseudomonas aeruginosa résistant, donc on peut utiliser la céphalosane tazobactam, les KPC au LOXA 48, la ceftazidime avibactam, et le grand problème c'est la métallobétalactamase, c'est les NDM. Donc l'association parfois de la ceftazidime avibactam avec la cholestine ou la céphidérocol est nécessaire. Quelle est la place de la nébulisation? Les recommandations françaises préconisent le recours à la nébulisation de la colimycine et ou la micacine devant les BGN multirésistants s'il n'y a pas d'autres molécules thérapeutiques efficaces. On doit faire attention à la mauvaise diffusion, surtout dans les empilements qui ne sont pas bien ventilés. On doit également faire attention aux risques toxiques. Donc, il faut l'utiliser en prolongeant le temps aspiratoire et en utilisant un volume contrôlé avec un nébuliseur à membrane vibrante, avec une plaque vibrante. Quelle est la durée de l'antibiothérapie? Les recommandations françaises proposent 7 jours, sauf pour les formes compliquées. Les Européens suggèrent 7 jours, et même les Américains recommandent 7 jours. Je rejoins le professeur Haraj. La prévention, c'est l'élément capital pour tous les malades de réanimation, intubés ou non intubés, parce que c'est la connaissance des facteurs de risque qui sont parfois liés soit au terrain, soit au manque d'hygiène, soit même au manque de procédures instaurées pour prévenir ce risque d'infection et pour réduire la mortalité. Cette mortalité, elle est très importante chez les malades ventilés secondairement alors qu'ils ont développé initialement une pneumonie nosocomiale en dehors de la ventilation mécanique. Les recommandations françaises proposent également un protocole de prévention contre les infections pulmonaires associées aux soins en favorisant la VNI. Ici, la VNI, il y a une nécessité à la ventilation invasive. On peut appliquer des protocoles, des Bendel, le protocole de la décontamination digestive. L'intérêt des Bendel a été documenté. Donc, en réduisant la mortalité presque de 50% ici dans une étude saoudienne pendant une année. Et dans une autre étude taïwanaise qui a montré la baisse de l'incidence des pneumonies nosocomiales associées aux soins par rapport au groupe des malades ayant bénéficié uniquement d'une hygiène buccale. Il faut faire également attention à l'hyperoxie chez les malades en réanimation. L'hyperoxie est un facteur de risque documenté dans plusieurs publications comme facteur de risque de pneumonie à crise de ventilation mécanique. En conclusion, la définition, la VAP n'est pas la seule entité des pneumonies nosocomiales en réanimation. Le concept des événements associés aux soins est un indicateur de qualité, mais il n'a aucun intérêt diagnostique. Le diagnostic probable, il est clinico-radiologique, mais l'intérêt capital de la microbiologie. La PCT n'est pas recommandée pour diagnostiquer, non pour démarrer une antibiothérapie thérapeutique. L'échographie, nouvelles données sont en faveur de son intérêt, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de recommandation. L'antibiothérapie pose une situation préoccupante. Il doit être précoce, adapté, sans oublier l'intérêt de connaître l'écologie et les mécanismes de résistance ou d'instaurer également les nouvelles molécules. La prévention est un élément capital basé sur les Bendel préventives, sur la connaissance et la maîtrise des facteurs de risque des VAP et des RAP. Et on doit faire attention à l'hyperoxie sans oublier d'avoir une stratégie d'antimicrobial stewardship dans nos services. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Al-Ahmadi. Message clair, excellente présentation. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, professeur Nden. Merci beaucoup, c'est Ibrahim. Très belle présentation, très claire et très explicite. Je voudrais peut-être revenir juste... en fait, tu as fait le tour de la question de A à Z.
Il y a la notion de la PCT qui m'a un petit peu, disons, titillé. C'est le fait que la PCT, effectivement, il n'est pas recommandé pour poser le diagnostic et pour démarrer une antibiothérapie. Peut-être pour des valeurs dans la zone grise, mais quand on a une PCT élevée, parce qu'on sait très bien qu'elle a une valeur pronostique, plus c'est élevé, plus c'est grave. Quand la valeur est trop élevée, il faut commencer une antibiothérapie. Et évidemment, il faut l'intégrer dans un faisceau d'arguments clinico-radiologiques, microbiologiques, dont la MPCR. Et en attendant les résultats, quand la PCT est trop élevée, on n'hésite pas à mettre je partage la même remarque. Voilà, merci. Excellente présentation. Merci beaucoup. C'est Brahim. Oui. Pardon. Alors, je suis entièrement d'accord pour qu'on amorce une antibiothérapie précocement, mais tant que la pneumopathie n'est pas hypoxémiante, on peut se permettre d'attendre un petit peu, ne serait-ce que pour obtenir les premiers résultats de notre examen microbiologique. Je sais pas ce que vous... D'après les recommandations, si on évoque de façon probabiliste le diagnostic sur des arguments cliniques, biologiques, bactériologiques, radiologiques, on peut faire des prélèvements. On peut également démarrer l'antibiothérapie de façon probabiliste. La question maintenant, c'est quoi? C'est le délai entre la réalisation des prélèvements et le retour. Parce que comme le professeur Dantan a dit, une seule administration d'antibiothérapie peut être responsable d'une résistance. Mais également, on a un faisceau d'arguments cliniques, radiologiques et même biologiques. On peut démarrer une antibiothérapie, mais bien sûr après la réalisation des prélèvements. Merci. La professeure Aïssaoui. Merci pour ta présentation. Merci. Je pense que ce qu'a voulu dire Ibrahim, c'est que quand on a une procalcitonine négative, ça ne nous empêche pas de démarrer ou d'éliminer une pneumonie liée aux soins. Mais quand elle est positive, c'est... Effectivement, oui. Il voulait dire que quand c'est négatif, il ne faut pas se dire non, la procalcitonine. Parce qu'on entend souvent ce réflexe, non, la procalcitonine est négative, il ne faut pas démarrer les antibiotiques. Effectivement. C'est parce qu'il y a de faux positifs et de faux négatifs. Bien sûr. Il faut absolument les connaître. Le message, c'est quoi? C'est pour diagnostiquer la pneumonie nosocomiale, on ne doit pas poser la question de la réalisation au nom de la PCT au début. D'accord? Mais après, on peut la faire. Mais au début, ce n'est pas un critère pour démarrer l'antibiothérapie, ni pour faire le diagnostic d'une infection pulmonaire. C'est ça le message. Deux petites remarques rapides. Est-ce que, je ne sais pas, dans la salle, vous avez ce délai de 5 jours, vous sentez qu'il y a une différence dans la microbiologie de vos services ou bien non? Et est-ce que la VAT est une entité reconnue actuellement? La question maintenant, j'ai essayé de parler indirectement de l'EVAC, parce que dans notre service, on traite les pneumonies nosocomiales pendant 7 jours. Les complications ou l'infection trachéobronchique liée à la ventilation mécanique, c'est une entité qui peut être en confusion avec les pneumopathies associées aux ventilations mécaniques. La différence uniquement est basée sur les éléments radiologiques. Si on n'a pas d'image pulmonaire, donc on va la considérer comme une VAT. Et on n'a pas le droit d'administrer en antibiothérapie si c'est devant les VAT. De l'intérêt toujours d'avoir des arguments clinique et radiologique avant de démarrer une antibiothérapie, et ça a été mentionné dans les différents algorithmes des sociétés savantes. Donc, je ne sais pas, est-ce que la VAT est connue par tout le monde ou non, mais la VAT, c'est presque une VAP sans signe radiologique. Donc, c'est-à-dire sans signe radiologique et sans signe, c'est une infection des voies respiratoires liée à la ventilation, sans confirmation radiologique. Oui, juste une petite question. Oui. Le professeur Ahmadi, toujours ça m'intrigue la problématique précoce tardive. Je ne sais pas pour vos services, mais c'est tellement compliqué de faire la distinction. Avec l'usage de l'antibiothérapie n'importe comment, n'importe où, dans les services, d'où on admet nos patients, la nuance précoce-tardive, ce n'est plus clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Effectivement, c'est pourquoi les Américains, actuellement, ils traitent les malades en ne prenant pas en considération la notion de précoce ou tardif, ni la notion de pneumopathie acquise aux ventilation mécanique. Donc, la ventilation mécanique, c'est très difficile parfois de faire
Le timing exact de l'installation de l'infection chez les malades intubés, c'est très difficile. Mais les Européens et les Français, ils gardent toujours la même... donc, je ne peux pas répondre parce qu'il n'y a pas d'homogénéité dans l'approche thérapeutique devant une pneumonie associée aux soins. Professeur Nasseri, Merci. l'avant-dernière question. Merci Oustad Nassik. Merci Oustad Ahmadi Merci. pour cette présentation. En fait, ma question c'est à propos des prélèvements. Oui. Comment vous faites les prélèvements chez vous et est-ce que c'est des prélèvements, c'est-à-dire les PTP faites normalement un prélèvement protégé ou faites un sous fibroscopie? Est-ce que Généralement, si le malade est stable, on fait des prélèvements distales par des prélèvements invasifs à partir d'un fibroscope. Mais chez les malades qui ne sont pas stables, on fait un prélèvement trachéal. Mais dans la plupart des situations, on fait uniquement un prélèvement trachéal, un PDP simple. Mais bien sûr, on doit prendre en considération la concentration pour définir la présence en eau d'ingère. Professeur Khatouf. Concernant le délai des 5 jours, moi je pense que les associations ou les sociétés qui ont proposé le délai moins de 5 jours, plus de 5 jours, c'est pour l'antibiothérapie probabiliste. Oui. Et ça revient justement à la question de est-ce qu'il faut commencer obligatoirement une antibiothérapie avant de recevoir les résultats définitifs dans l'antibiogramme? C'est ça la question. Si mon malade n'est pas hypoxémique, il n'est pas en grande détresse, il a une image radiologique, il est effectivement fébrile, je fais un PDP ou un prélèvement et puis j'attends 48 heures. Quand il n'y a pas de feu, il ne faut pas commencer. Mais c'est vrai que le délai des 5 jours, moins de 5 jours, plus de 5 jours, on ne peut pas reproduire pratiquement à la lettre les recommandations occidentales, on va dire. Oui. Parce que c'est complètement différent sur le plan Effectivement. écologique. Merci beaucoup, professeur Merci à vous. Ahmadi.